tout le monde. On commence tranquillement pendant que les gens se connectent. Ça me fait plaisir de vous accueillir à nouveau pour notre conférence, notre deuxième conférence printanière en fait de l'équipe de recherche sur le placement et l'adoption. Donc aujourd'hui, on a une belle palette d'invités qui vont venir nous faire une conférence sur le devenir adulte durant son placement, donc une réalité mais plusieurs points de vue. On peut changer la diapo. Je vais vous présenter encore une fois brièvement, même si je pense que la plupart, vous nous connaissez déjà. Mais donc, l'équipe de recherche, on est 13 chercheurs dans différentes universités à travers le Québec et aussi dans les instituts universitaires des deux CIUS du centre-sud de l'île de Montréal et de la capitale nationale. On a aussi des collaboratrices, donc des co-chercheurs des milieux de pratique et évidemment des partenaires dans le milieu institutionnel, dans le milieu communautaire, dans les associations aussi de familles d'accueil. Et donc, la principale mission de notre équipe, c'est de pouvoir produire des connaissances qui permettent de développer les politiques et les pratiques, évidemment en collaboration avec nos milieux partenaires pour assurer le bien-être et le développement optimal des enfants qui sont placés ou adoptés au Québec. On aura d'abord une présentation de la professeure Véronique Dupéré, accompagnée de Guillaume et de Aïda. Et par la suite, on aura aussi une présentation de Sophie Hébert, qui est chercheuse d'établissement. Et elle va introduire par la suite notre panel. Donc, vous allez avoir accès à une discussion, à une table ronde de nos différents intervenants sur le terrain, donc Thomas, Oumar et Audrey. Et à la suite de cette table ronde-là, on aura l'ouverture de la période de discussion avec les participants et participantes de la conférence d'aujourd'hui. Donc, je pense que ça fait le tour. Voilà. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à nos conférenciers et conférencières. Donc, bonne présentation. Excellent. Bien, merci beaucoup, Madame Pagé. Merci infiniment de l'invitation pour la conférence d'aujourd'hui. On est très heureux d'être là. Donc, comme vous l'avez entendu, on est 3 aujourd'hui qui sont en provenance de l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et de la Chaire de recherche du Canada sur la transition à la vie adulte. Donc, moi, c'est Véronique Dupéré, je suis professeure à l'école, puis je suis accompagnée aujourd'hui de Guillaume Descaries et Aïda Benagouda, qui sont étudiants au doctorat à l'école. En fait, peut-être pour mettre la table un peu, nous, au laboratoire, on travaille sur la transition à la vie adulte, pas spécifiquement dans un contexte de protection, mais vraiment beaucoup avec des jeunes qui ont plutôt des profils, disons, qui ne les destinent pas nécessairement aux études supérieures d'emblée, donc avec peut-être des difficultés d'apprentissage, par exemple, ou en tout cas, soit certaines difficultés scolaires ou un désir de terminer rapidement ses études. Donc, on est dans une population qui est un peu différente, mais en même temps, il y a beaucoup de chevauchements aussi, je pense, que des défis qui sont très semblables. Et on a, parmi les jeunes avec qui on travaille, une proportion quand même non négligeable aussi qui ont pu passer par la protection à différents moments de leur parcours. Donc, c'est pour ça que je travaille de plus en plus avec Sophie Tremblay-Hébert, parce qu'on a beaucoup d'intérêts en commun puis de chevauchement au travers de nos travaux. Puis aujourd'hui, la demande, ou en tout cas au fil des discussions, ce qu'on nous avait demandé de faire pour un peu mettre la table pour la table ronde qui s'en vient, c'est de présenter un peu les modèles théoriques, placer certaines assises théoriques sur la transition à la vie adulte. C'est vraiment Guillaume et Aïda qui vont prendre en charge la présentation. Nous, on travaille avec différents modèles au laboratoire, puis des fois, on trouve qu'il y en a certains qui tournent un peu carrés pour vraiment s'ajuster, ou en tout cas la correspondance n'est pas toujours parfaite avec les jeunes avec lesquels on travaille. Donc, Guillaume et Aïda vont vous présenter un petit peu les différents modèles, puis les avantages, les inconvénients, les forces et faiblesses qu'ils peuvent avoir pour réfléchir à la transition à la vie adulte là, auprès des jeunes auxquels on s'intéresse et avec qui on travaille. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Guillaume et Aïda qui vont ensemble nous présenter les assises théoriques pour mettre les bases pour la suite de la conversation. Donc, c'est à vous. Merci Véronique. Bonjour tout le monde. Comme ça a été mentionné, on va parler de la transition à la vie adulte pour essayer de déterminer si on peut avoir en fait une vision universelle sur sa conceptualisation.
Donc, Guillaume et moi, on va discuter en fait du modèle prédominant un peu dans la littérature, qui est souvent le plus utilisé pour décrire la transition à la vie adulte. Puis ensuite, on va présenter une approche alternative et c'est en fait ses avantages. On va commencer par le premier modèle. Oui, donc, premier modèle sur la transition à la vie adulte, le modèle de l'adulte émergent qui a été introduit au début des années 2000 par M. Arnett. Donc, cette théorie-là, en fait, donc, s'intéresse aux jeunes de 18 à 25 ans, puis dit que, bon, la transition à l'âge adulte, le moment de l'adulte émergent, donc, c'est un moment qui est vraiment distinct à la fois de l'adolescence et de l'âge adulte. Donc, c'est vraiment un moment particulier au niveau du développement sur plusieurs points, entre autres au niveau démographique. Donc, les jeunes adultes passent à travers certaines étapes particulières, comme le fait de terminer l'école, de devoir se trouver un emploi, le fait de partir souvent vivre de façon autonome. Les adultes émergents sont aussi différents au niveau subjectif, donc ils se perçoivent différemment. On va aller voir un petit peu plus en détail ce que ça représente. Puis finalement, c'est, selon lui, un moment d'exploration identitaire qui permet donc de faire certains essais, erreurs, puis de faire des allers-retours au niveau de l'emploi, de l'éducation pour pouvoir apprendre à se connaître finalement. Finalement, il dit que c'est quelque chose, c'est universel, donc tous les jeunes passent à travers ce stade-là de l'adulte émergent, du moins dans les pays qui permettent ce type d'exploration-là. Donc, c'est un chercheur américain. Donc, c'est quelque chose que, selon lui, pourrait se prêter à la plupart des sociétés qui sont occidentales, peu importe, en fait, le milieu socio-économique d'où on vient. Puis on verra, après ça, on pourra questionner si c'est réellement le cas suite à notre présentation. Arnett propose 4 grandes caractéristiques qui décrivent les adultes émergents. Donc, la première, c'est l'exploration et l'instabilité, donc qui va bien décrire cette période développementale-là. Donc, évidemment, l'exploration crée de l'instabilité. Donc, c'est une période où justement, il va y avoir des ruptures des fois au niveau scolaire, donc essayer différents programmes, arrêter quelque chose, changer d'emploi assez rapidement. Donc, c'est une période justement où les jeunes adultes ont l'opportunité de pouvoir chercher, faire de l'exploration justement au niveau professionnel, scolaire, même au niveau relationnel pour apprendre à se connaître finalement. Puis ça, c'est quelque chose qui est super bénéfique parce que ça leur permet donc de faire des essais-erreurs à un moment où il n'y a pas encore trop de conséquences, puis finalement pouvoir éventuellement donc asseoir leur identité sur des bases plus solides. Pardon. Effectivement, mais pourtant, on observe que plusieurs jeunes précipitent leur entrée dans le marché de l'emploi, donc en espérant atteindre rapidement une stabilité puis une autonomie financière. Donc, on ne voit pas réellement cette exploration-là qui se manifeste. Et généralement, c'est pour des raisons justement économiques. Puis, il y a aussi, on remarque aussi que, par exemple, les jeunes issus des centres de jeunesse sont amenés à devoir composer rapidement avec des responsabilités de la vie adulte et sans avoir un filet de sécurité nécessaire pour permettre justement cette exploration, ces différents allers-retours pour essayer d'essayer différentes avenues. Puis notamment justement dû au fait qu'il y a une rupture de service, qu'il y a un manque d'accompagnement pour apprendre à être autonome de manière progressive aussi, pour augmenter en fait les chances de pouvoir explorer différentes avenues. Puis aussi, si on parle d'exploration puis donc d'instabilité, l'instabilité au niveau, par exemple, de l'emploi, ça peut être associé à des répercussions plutôt négatives dans le sens où c'est associé par exemple à un faible revenu ou à une insatisfaction professionnelle, puis aussi une réduction des chances de mobilité sociale. Par exemple, en accédant, comme un accès difficile à des promotions. Donc, finalement, les répercussions de l'exploration ou de l'instabilité vont être différentes selon le caractère volontaire ou non de cette exploration ou instabilité. Puis ensuite,
Une autre caractéristique, donc toujours selon le modèle de Arnett, des jeunes adultes, donc des adultes émergents, c'est l'égocentrisme. Donc, en fait, selon lui, les jeunes adultes sont centrés sur leurs besoins. Donc, ça revient un petit peu à cette période d'exploration identitaire, mais ils ont comme une espèce d'espace qui leur est offert où ils ont l'opportunité de penser simplement à leurs besoins, à leur développement identitaire, puis ils n'ont pas encore, en fait, les responsabilités de l'âge adulte, ce qui leur permet, ce qui leur offre cette espèce de terrain de jeu-là où ils vont pouvoir, donc justement, avoir ce développement-là identitaire, puis faire des essais-erreurs, souvent justement avec des ressources financières qui ne seront pas les leurs, donc les ressources de leurs parents, qui va permettre de soutenir ce moment-là qui est plus axé sur eux-mêmes. Effectivement, encore une fois, ça peut arriver, mais on observe encore une fois que, par exemple, si on reprend les jeunes qui précipitent leur entrée dans le marché de l'emploi, ben, généralement, c'est pour aussi subvenir aux besoins de la famille. Donc, il y a comme une prise en compte des besoins des proches puis de la famille avant de considérer leurs propres besoins. Puis aussi, il y a certains et certaines jeunes qui pensent devoir être un modèle positif pour les autres membres de leur famille. Donc, encore une fois, cette considération de l'autre avant de se considérer en premier. Puis aussi, il y a des aspects culturels qui peuvent rentrer en jeu, dans le sens où, par exemple, dans la culture occidentale, il y a l'individualisme qui est prôné, puis qui est mis de l'avant, puis encouragé. Alors que dans d'autres cultures, c'est la collectivité qui va être mise de l'avant. Donc, le fait d'être centré sur soi n'est pas toujours la norme attendue, en fait. Puis aussi, les freins économiques et structurels qui vont aussi pousser les jeunes à soutenir leur famille dans plusieurs sphères, en fait. Pas nécessairement économique. Ça peut être aussi du soutien moral ou émotionnel, etc. Ensuite, il y a un autre aspect. Dernier principe donc, que soutient Arnett donc, concernant les adultes émergents, c'est qu'ils sont optimistes. Donc, lui fait la généralisation, en fait, que les jeunes adultes donc, sont confiants, en fait, par rapport à ce qu'ils font actuellement, mais aussi ont un regard plutôt rose vers l'avenir. Donc, ils vont avoir la confiance qu'ils vont arriver donc, à leur fin puis qu'ils vont être capables de réaliser leurs buts et leurs objectifs, peu importe en fait les embûches qu'ils pourraient rencontrer. Oui. Ouais, encore une fois, il y a des différences selon les groupes d'individus qu'on va observer. Puis justement, par exemple, si on prend les jeunes qui n'ont pas accédé aux études supérieures, post-secondaires, il y en a plusieurs qui vont mentionner qu'ils se sentent pris ou prises dans leur situation parce qu'ils vont manquer d'opportunités et donc vont se résigner face à leur situation. Finalement, ils ne vont pas tant se sentir optimistes face à leur avenir. Il y a aussi, par exemple, certains ou certaines jeunes qui sont issus de milieux défavorisés qui vont considérer, qui vont en fait mettre en priorité le fait de guérir d'anciennes blessures. Comme si on prend par exemple justement les jeunes issus des centres jeunesse, il y a des traumas qui ont marqué leur parcours, puis ils vont prendre plus de temps à justement guérir de ces traumas avant de se tourner vers le futur, puis de planifier ce futur-là. Mais on pourra en discuter ultérieurement. Puis finalement, donc on observe que pour pouvoir être optimiste face à l'avenir, ça prend des ingrédients comme par exemple, comme justement d'accéder à des ressources comme un bon support parental ou aussi comme de se sentir apte psychologiquement à faire face à différentes situations qui arrivent. Puis aussi, on va parler de la notion d'agentivité, qui est en fait une sorte de pouvoir d'agir, comme un sentiment de sentir capable d'agir sur son environnement, puis d'avancer vers le futur. Puis aussi, en fait, il y a aussi quelque chose qu'on observe de plus en plus en fait, dans les générations actuelles, c'est que
les jeunes d'aujourd'hui sont plus préoccupés par diverses problématiques qui sont liées à des enjeux sociaux, puis à par exemple, le changement climatique, le terrorisme, l'incertitude économique. Puis à ces enjeux-là, finalement, entachent un petit peu ou viennent miner un petit peu l'optimisme que peuvent avoir les jeunes envers l'avenir. Donc, on peut dire que ça contredit un petit peu les aspects amenés par Arnett. Puis que finalement, il faudrait éviter de mettre justement tous les jeunes ou toutes les jeunes dans le même panier, parce qu'il y a plusieurs aspects à considérer, comme justement, on a discuté du contexte socio-économique ou de l'appartenance à différents sous-groupes plus vulnérables, puis aussi aux différents événements de vie qui vont venir ponctuer et marquer la trajectoire développementale des jeunes. Donc, dans ce contexte-là, on a pensé à une conception alternative, enfin une façon de conceptualiser la transition à la vie adulte de manière qui va considérer à la fois le contexte, puis l'individu, puis son pouvoir d'agir, justement. Donc, cette approche-là, c'est l'approche des parcours de vie. On vous a mis une image, en fait, c'est pour montrer en métaphore qu'est-ce qu'elle veut dire. Donc, les petites vies vont représenter les individus, en l'occurrence les jeunes. Et la pente, c'est un peu la structure sociale, les contextes de vie dans lesquels évoluent les jeunes. Donc, il y aura des moments charnières, des moments qui vont être plus marquants pour les jeunes et qui vont justement avoir un potentiel d'influence sur le chemin qui va être pris. Donc il va éventuellement faire bifurquer la trajectoire. Puis aussi le fait que nous ne vivons pas en silo, on est en contact avec d'autres personnes qui vont avoir une influence sur notre trajectoire. Et c'est ce qui va être appelé l'interdépendance des trajectoires. Puis aussi, en fait, l'avantage de cette approche-là, c'est qu'elle va considérer aussi l'autodétermination des individus et qu'en gros, notre agentivité associée évidemment à d'autres aspects qui ont déjà été nommés, va faire en sorte qu'on va prendre un chemin plutôt qu'un autre. D'ailleurs, sur le point de l'agentivité, Guillaume, qui est bientôt un expert de la question, oui. Va pouvoir plus ajouter des informations. Effectivement, donc cette fameuse notion-là qui reflète grossièrement la capacité de l'individu à faire des choix conscients. Puis c'est ce qui est super intéressant, en fait, c'est que ça prend en considération le fait qu'on gravite quand même dans un système social. Il y a des limites. Donc, l'individu, oui, a des choix, mais malheureusement, les choix qui sont disponibles dépendent aussi d'un contexte socio-économique qui est un peu, donc qui est décrit justement par l'espèce de petite montagne sur le schéma que Aïda a présenté. Puis l'agentivité, en fait, ça devient super important pour les moments charnières. C'est une des choses qui va faire en sorte que dans les moments de transition, comme la transition à l'âge adulte, les personnes vont bifurquer donc d'un chemin à un autre. Puis ça décrit en fait cette capacité-là de l'individu à agir concrètement sur sa trajectoire de vie. D'ailleurs, donc, la notion d'agentivité va aussi être approfondie et illustrée par les travaux que Sophie va présenter dans quelques instants. Donc, d'ailleurs, je passe la parole à Sophie qui va pouvoir en fait présenter une illustration de travaux qui sont faits sur la transition à l'âge adulte suivant la perspective des parcours de vie. Merci beaucoup à vous deux. Vraiment, surtout la dernière slide, j'ai comme envie de vous amener dans toutes les conférences où j'utiliserai l'approche parcours de vie à partir de maintenant, parce que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette, la façon dont vous le présentez. Donc, pour ma part, je vais vraiment axer ma présentation sur les jeunes placés. Je me suis vraiment intéressée à la transition à la vie adulte, mais des jeunes placés à partir de l'institution. Puis en fait, mon objet d'étude, c'est vraiment le développement du pouvoir d'agir des jeunes. Et donc, tout à l'heure, on a parlé un petit peu d'agentivité. Vous allez voir que ça s'inscrit dans le plus gros concept qui est le pouvoir d'agir des jeunes. Ce que je vous propose à l'instant, c'est une présentation qui a également été présentée dernièrement dans le Congrès international de l'ISCAN
et qui est le résultat d'une collaboration avec Guillaume Descaries, qui vient de vous présenter, Pascal Jobin et Jean-Christophe Potvin. Donc, le contexte de l'étude, je vais d'abord vous expliquer à quel point le pouvoir d'agir est important lorsqu'on parle de la transition à la vie adulte. Donc, favoriser le pouvoir d'agir, c'est vraiment un incontournable. C'est vraiment quelque chose qui est apporté régulièrement dans la littérature. Donc, un incontournable pour assurer la qualité de la transition hors de l'institution. Ce qu'on remarque dans la littérature, c'est que ça stabilise les parcours de placement des jeunes. Ça peut améliorer leur réussite sociale, ça réduit les niveaux de délinquance, de toxicomanie, de décrochage scolaire. Ça prépare mieux les jeunes à la construction de réseaux sociaux puis à la demande active d'aide en situation de besoin. Et ça alimente le développement de l'autonomie. Donc, on voit que c'est vraiment un sujet qui est important, qui parfois est abordé avec différents concepts. Quand je vous parle du pouvoir d'agir, d'autres vont parler d'engagement et d'autres encore vont parler de participation. C'est vraiment des concepts qui sont frères, mais qui couvrent vraiment la prise de décision du jeune dans son parcours de vie d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce que le pouvoir d'agir dans la littérature? Bien, je vais revenir un petit peu à ce que Guillaume et Aïda viennent de vous proposer. Donc, le pouvoir d'agir, c'est un concept qui est bidimensionnel et qui comprend les opportunités d'une part et l'agentivité d'autre part. Donc, on a parlé d'agentivité tout à l'heure, mais je vais y revenir avec vous. Les opportunités, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans les différents systèmes que le jeune va rencontrer. Donc, par exemple, l'école, le quartier, mais également l'institution. Et ça concerne les règles, les routines, les ressources. Et ce qu'on se rend compte en institution, dans la littérature, c'est que c'est plutôt restreint au niveau physique et au niveau social. C'est généralement beaucoup moins ouvert à la négociation et à l'individualisation de la réponse aux besoins. Et on remarque plus de contrôle sur l'espace et le temps dans la prise de décision des jeunes. Donc, on se rend compte que les opportunités, déjà, c'est plus restreint que peut-être dans d'autres systèmes. Pour ce qui est de l'agentivité, il y a deux auteurs qui proposent de voir l'agentivité comme étant sous-catégorisée selon 4 points de vue. Et ces 4 points de vue sont vraiment liés à un horizon temporel. Donc, premièrement, on a l'agentivité qui est plus existentielle. Et l'agentivité existentielle, c'est un concept qui est un petit peu plus philosophique, dont on va moins parler aujourd'hui. Donc, c'est un concept qui est lié au libre arbitre des individus, qui n'est pas associé à une période de temps spécifique ou à un horizon temporel spécifique. C'est vraiment le libre arbitre de l'individu. Par contre, quand on regarde les agentivités pragmatiques et identitaires, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vraiment des types d'agentivité qui font référence à la prise de décision quotidienne, donc qui sont associés à des objectifs proximaux. Et plus précisément, par exemple, au niveau de l'agentivité pragmatique, ça fait référence aux actions puis aux décisions qui sont prises par l'individu face aux contingences de l'environnement dans son quotidien, alors que l'agentivité qui est identitaire va être associée davantage aux prises de décision qu'on va prendre pour entretenir un rôle ou en fonction d'un rôle qu'on se donne ou qu'on se perçoit. Donc, on voit que les deux sont vraiment dans la prise de décision quotidienne. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est que, et en fait, c'est un peu ce que Hitlin et Elder proposent, c'est qu'il y a vraiment une agentivité sur le parcours de vie. Donc, l'agentivité sur le parcours de vie, c'est fondé sur la capacité d'un individu à former des plans d'avenir, ou c'est fondé sur son optimisme. On vient juste de voir l'optimisme avec Guillaume et Aïda, et vraiment, ce qu'on a abordé, c'est justement le fait que dans une certaine période, il peut y avoir plus d'optimisme, mais quand on a moins d'opportunités, ça se peut qu'on soit moins optimiste aussi, donc on y reviendra. Mais essentiellement, l'agentivité sur le parcours de vie est associée à des objectifs qui sont plus distaux, donc qui relèvent plus de la projection dans l'avenir, par exemple. Donc, en employant ce cadre-là qui a été proposé par Hitlin et Elder, il y a certains auteurs qui ont conclu que en fait, l'agentivité qui est associée à des buts distaux, donc l'agentivité sur le parcours de vie, va vraiment permettre de stabiliser la transition à la vie adulte.
Pour ce qui est de la place des intervenants qui œuvrent en institution, parce que c'est vraiment c'est eux qui nous intéressent aujourd'hui, et ils nous intéressent parce que c'est vraiment des intermédiaires entre les jeunes placés et l'institution. Et en fait, leur perception de la capacité des jeunes va vraiment influencer grandement les opportunités qui vont être offertes à ces jeunes-là. Ils sont en quelque sorte les intermédiaires avec tout le système d'opportunités et les jeunes. Donc, leur rôle est essentiel dans le développement du pouvoir d'agir des jeunes placés. Et c'est ce qui fait en sorte que nos objectifs sont fondés sur leur point de vue. Et dans l'étude que j'ai menée, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le pouvoir d'agir est défini par les praticiens du système de protection qui accompagnent les jeunes dans leur transition vers la vie adulte et d'examiner comment les praticiens structurent leurs interventions afin de promouvoir concrètement le pouvoir d'agir des jeunes. Donc, la méthode qu'on a utilisée, c'est une méthode qui est relativement exploratoire, c'est-à-dire qu'on a rencontré 9 intervenants d'une équipe qui est spécialisée sur le passage à la vie adulte, puis qui œuvre dans un centre de réadaptation pour les garçons de 16 à 18 ans. Et donc, c'est vraiment une méthode qui visait à aller, c'était comme une occasion unique d'explorer une réalité qui est complexe et qui est spécifique. Et donc, c'est fait en quelque sorte à la manière d'une étude de cas. Ça vise à développer des connaissances qui sont axées sur la pratique et non pas qui sont généralisables à l'ensemble du système de protection, mais qui va quand même certainement nous amener à avoir des réflexions. Tous les membres de l'équipe sont formés de l'approche du développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités, qui a été développée par Le Bossé, qui a écrit 2 bouquins là, sur cette approche de DPA-PC. Et en fait, c'est vraiment pas la norme en institution d'être formé et d'être supervisé selon une approche qui développe le pouvoir d'agir des jeunes. Et à notre connaissance, c'est une des seules équipes, en fait, en centre de réadaptation qui sont formées et supervisées de cette manière. Et donc, on a mené des entretiens individuels pour discuter de leur compréhension du pouvoir d'agir dans leurs interventions. Et on a mené une approche qualitative consensuelle. Donc, essentiellement, on a vraiment travaillé en équipe là, pour analyser les données. Et ce qui ressort, en fait, c'est plusieurs thèmes. Vous en voyez 6 ici. Il y a 3 thèmes qui ont été vraiment abordés par nous, donc le pouvoir d'agir des jeunes, leur autonomie et le pouvoir d'agir des intervenants. Mais il y a 3 autres thèmes qui ont émané d'une certaine manière de nos entrevues, soit l'institutionnalisation, le système et l'identité professionnelle des intervenants, ce qui nous a permis de créer 2 systèmes de données. Donc, le premier, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui, qui va inclure le pouvoir d'agir, l'autonomie, l'institutionnalisation et le système. Mais il y a également un autre article là, qui a été déposé à la revue de psychoéducation qui vient d'être soumis, qui parle davantage du pouvoir d'agir des intervenants et de l'effet sur leur identité professionnelle aussi. Donc, si on se concentre là, sur les 4 premiers, ce qu'on peut voir, c'est qu'est-ce que signifie de promouvoir le développement du pouvoir d'agir en centre de réadaptation avec les jeunes qui transigent à la vie adulte. Donc, pour les intervenants, le pouvoir d'agir, c'est 3 choses. C'est la connaissance de soi et des ressources pour la prise de décision. Donc, il y a 3 sous-concepts dans leur vision de ce que c'est le pouvoir d'agir, mais c'est vraiment lié à leur connaissance et à leur savoir expérientiel de qu'est-ce que ça veut dire. Donc, il faut que le jeune se connaisse bien, il faut que le jeune connaisse bien ses ressources, donc en quelque sorte ses opportunités, pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Puis au cœur de tout ça, ce qu'on retrouve, c'est vraiment la capacité à demander de l'aide. Tous les intervenants nous ont parlé de la capacité à demander de l'aide qui semble être à l'intersection entre le développement du pouvoir d'agir et le développement de l'autonomie des jeunes. Et en quelque sorte, la demande d'aide, finalement, ça implique un mouvement ou une action. Donc, ce n'est pas juste le vouloir, c'est aussi le faire. Et donc, le pouvoir d'agir, ça consisterait peut-être à exprimer une demande d'aide efficace selon ces différents propos. Donc, je vous propose un petit passage verbatim qu'un des intervenants a avancé là, sur ce que c'est pour eux le pouvoir d'agir.
Donc, le pouvoir d'agir, c'est la capacité pour le jeune de prendre des décisions pour lui, de se responsabiliser, entre guillemets aussi, de se responsabiliser, pardon, puis qu'il semble que c'est ça, c'est lui qui avance, c'est lui qui décide, qui a un pouvoir justement sur les choses qui se passent et non qu'il soit un simple spectateur de sa vie. Donc, c'est vraiment une espèce de prise en charge de son propre parcours de vie d'une certaine façon. Ils nous ont aussi dit que le pouvoir d'agir, c'est une réalité à 2 horizons temporels, un peu comme on en a parlé plus tôt. C'est vraiment ressorti, en fait, dans les propos des intervenants, qui avaient des décisions qui étaient prises au quotidien, mais qu'il fallait aussi que les jeunes soient capables de se projeter dans l'avenir. Donc, un deuxième passage verbatim nous dit que le pouvoir d'agir, en fait, c'est le pouvoir d'améliorer sa vie, le pouvoir de la changer comme il veut, le pouvoir de prendre des décisions qui vont faire qu'il va avoir le goût de se lever le matin, qu'il va avoir le goût d'aller travailler. Donc, on est vraiment plus au niveau des objectifs proximaux. Mais c'est aussi le sentiment qui peut changer un petit peu sa vie, où là, on est vraiment dans la projection sur un avenir un petit peu plus loin et donc des objectifs un peu plus distants. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de structurer l'intervention pour le développement du pouvoir d'agir? Eh bien, pour les intervenants, ça implique de revoir sa relation au temps. Bon, ils ne m'ont pas dit ça directement comme ça, mais essentiellement, ce qu'ils m'ont dit d'abord, c'est l'importance de respecter le rythme des jeunes. Et pourquoi? Parce que c'est des jeunes qui ont vécu des traumas et des expériences institutionnelles répétitives. Et donc, d'une certaine manière, ce qu'on nous a dit, c'est que leur donner l'occasion de prendre des décisions, ça veut aussi dire leur laisser le temps de s'approprier cette agentivité-là qui est de leur permettre de faire des choix. Et le prochain verbatim nous a vraiment un aperçu de leur perception et de l'importance du rythme des jeunes. Donc, ils sont habitués pendant longtemps à se faire dire tout ce qu'ils doivent faire, que les gens décident pour eux. Puis là, tout d'un coup, tu arrives, puis tiens, maintenant, vas-y, décide. C'est tout un long processus. Fait qu'un jeune que ça fait 10 ans qu'il est placé, c'est pas en 9 mois qu'on va changer tout ça. Donc, ça, c'est la première chose qu'on doit revoir dans la relation au temps et le développement du pouvoir d'agir. La deuxième chose qui est ressortie des entrevues, c'est vraiment la relation avec la balise légale de la majorité chez les intervenants. Et donc, on a vraiment senti un décalage. Il y avait la volonté des intervenants de permettre aux jeunes de développer leur agentivité sur le parcours de vie, qui se heurtait à l'exigence d'autonomie qui est prescrite par le système de protection. Donc, je ne pense pas que j'annonce à personne que les jeunes à 18 ans doivent sortir du système de protection. Donc, c'est la balise légale qu'on s'est donnée au Québec. Et les intervenants que j'ai rencontrés semblaient très peu d'accord avec cette exigence d'autonomie. Et un d'entre eux me disait, c'est rendu archaïque que ce soit 18 ans. Des jeunes qui sont poqués, qui ont des carences importantes, qui ont des grosses problématiques, bien à 18 ans, ciao, bye le grand. Tu sais, un beau système, bravo. Donc, on sent une espèce de frustration par rapport à ce qu'on leur offre comme opportunité aux intervenants de pouvoir développer le pouvoir d'agir des jeunes et leur pouvoir d'agir sur le parcours de vie. Donc, j'ai essayé de résumer d'une certaine manière ce qu'on nous avait dit. Et ce que vous voyez ici, là, c'est la vision du système de protection. Donc, ce qu'on nous a dit, c'est que d'abord, on avait des jeunes qui étaient très institutionnalisés, donc qui avaient été institutionnalisés depuis longtemps et qui avaient une obligation d'autonomie à 18 ans et qui faisaient en sorte qu'on pouvait travailler dans un très court horizon temporel avec eux. Donc, c'était plutôt restreint. Donc, la possibilité pour les jeunes de se projeter dans l'avenir est perturbée par leur départ imminent de l'institution. Ça les oblige à se concentrer sur leur prise de décision au jour le jour et donc sur des choix, mais des choix qui sont dans leur quotidien et non pas des choix qui sont sur leur parcours de vie. Donc, ce que les intervenants ont décidé de faire, c'est d'avoir une vision qui était plus communautaire de l'intervention et en ayant une vision plus élargie de l'intervention, ça leur permettait d'offrir des nouvelles opportunités aux jeunes de se projeter dans leur vie de jeunes adultes puis de promouvoir le développement de l'agentivité sur le parcours de vie.
Là, par exemple, les intervenants allaient rencontrer des milieux communautaires, faisaient en sorte que le jeune n'était pas nécessairement juste, ne structurait pas nécessairement juste sa vie en fonction de l'institution, mais le faisait aussi avec des services communautaires qui allaient l'accompagner au-delà des 18 ans. Donc, le au-delà leur permettait de leur offrir un horizon élargi. Et donc, si on voit que le système de protection permet le développement de l'agentivité pragmatique et identitaire, on remarque qu'en travaillant davantage avec le système de services communautaires qui reçoit les jeunes après 18 ans, on peut mieux développer l'agentivité sur le parcours de vie des jeunes. Et c'est un petit peu ce que les intervenants de cette équipe ont décidé de faire, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de diminuer l'effet de cette balise légale-là dans leurs interventions quotidiennes pour permettre d'avoir une meilleure horizon temporelle. Donc, notre étude amène certaines réflexions. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment des réflexions. Donc, nos résultats ne sont pas généralisables. Mais par contre, ce que ça nous dit, c'est que pour favoriser le pouvoir d'agir des jeunes, les interventions doivent développer la connaissance de soi et des ressources selon le savoir expérientiel des intervenants qu'on a rencontrés. Et on remarque aussi qu'il y a vraiment une rigidité dans le système de protection qui empêche les jeunes de développer leur agentivité sur le parcours de vie. Et ça, il y a une récente recension systématique qui démontre exactement ça, c'est-à-dire que les jeunes placés en institution ont l'occasion, d'une certaine manière, de développer leur pouvoir d'agir, mais c'est très limité. Et c'est limité dans l'ici et maintenant, c'est limité dans le day-to-day, comme on dit. Donc, il faut qu'on soit capable de trouver une solution pour développer le pouvoir d'agir des jeunes, mais sur leur parcours de vie. Et aussi, l'agentivité sur le parcours de vie semble accessible par une vision plus communautaire de l'intervention, donc ce qui fait en sorte qu'on va intervenir dans une vision qui est plus liée à l'offre de services plus globale et non pas enfermée dans la vision balisée légalement par la majorité à 18 ans, comme le système de protection nous propose. Et enfin, ce qu'on réfléchit à travers cette étude-là, c'est que la transition à la vie adulte, puisque ça nécessite une projection qui va au-delà de l'âge de la majorité, ça alimente en quelque sorte la littérature qui recommande de revoir le marqueur juridique de la transition à la vie adulte. C'est une recommandation là, qui est vraiment perçue là, par d'autres auteurs qui soulignent, par exemple, Van Breda et ses collègues, qui soulignent que la fin des services de protection à l'âge de la majorité, c'est le point faible du système de protection, puis qu'il y a des données qui proviennent de plusieurs pays et plusieurs régions au Canada qui suggèrent la possibilité d'une prise en charge prolongée qui améliorerait les résultats pour les jeunes. Donc, comme je vous dis, ça reste une réflexion. Il n'y a pas de preuves présentement empiriques dans ce que je vous propose, mais c'est la réflexion des intervenants que j'ai pu rencontrer. Donc, voilà, pour ma part, ce qui m'amène à vous proposer maintenant de faire place à la table ronde. Donc, avec ce qu'on vous a dit, avec ce que Guillaume et Aïda vous ont proposé au niveau de l'adulte émergent, avec ce que je vous ai proposé par rapport à la réflexion sur les jeunes placés en institution. Je vous propose d'accueillir, peut-être que vous pourriez ouvrir vos caméras et micros en même temps. Je vous propose d'accueillir Audrey Miller, qui est chef de service de l'intégration sociale au programme jeunesse du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, qui est responsable du programme qualification des jeunes, donc que tout le monde connaît comme étant PQJ, et du fonds de soutien à la persévérance scolaire et les différents soutiens financiers permettant l'intégration à l'autonomie et la mise en place de nouvelles ressources, le foyer L'Esplanade. Donc, cette nouvelle ressource est un projet pilote qui va ouvrir à l'été 2022 et qui aura comme mandat principal de travailler le passage à la vie adulte des jeunes adolescentes hébergées. Je sens qu'on va s'en reparler, Audrey. Avec plaisir. Oui. Je vous présente également Oumar, qui est directeur général d'Héberjeunes. Et Héberjeunes, en fait, c'est un organisme qui offre des logements temporaires supervisés à prix abordable et des services d'accompagnement social aux jeunes adultes de 18 à 25 ans,
qui rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne. Et donc, l'objectif de la ressource, c'est de proposer des services qui peuvent devenir un tremplin, qui favoriseraient une meilleure insertion sociale des jeunes et la prise en charge de leurs conditions de vie. Donc, merci beaucoup. C'est tellement agréable d'avoir un point de vue du côté communautaire et du côté de 18 ans et plus. Merci d'être là, Oumar. Et enfin, Thomas Bazzarelli, qui est éducateur au programme jeunesse depuis une douzaine d'années pour le centre-sud de l'île de Montréal, qui est impliqué depuis la création du programme sur le développement des apprentissages à la vie adulte en tant qu'éducateur et personne ressource pour le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. Et donc, c'est avec eux que j'ai pu discuter et qui m'a permis de sortir les résultats que j'ai sortis avec vous aujourd'hui. Donc, bienvenue Thomas également. Pour ce qui est de la table ronde, je vais demander aux 3 panélistes de laisser leur micro ouvert et de discuter le plus librement possible des différentes questions qu'on va vous poser. C'est Guillaume qui va animer la table ronde et moi, je vais essayer de gérer ma caméra pendant ce temps-là pour être avec vous, mais sinon, je suis là, si je suis juste comme invisible. Mais donc, il y a également Véronique Dupéry qui pourra participer, ainsi qu'Aïda sur la réponse aux questions qu'on va vous poser. Mais évidemment, on va laisser une place prépondérante aux panélistes du terrain parce que c'est beaucoup eux qu'on a envie d'entendre dans cette table ronde. Donc, Guillaume, je laisse la parole. Merci, Sophie. Au niveau du fonctionnement, donc j'ai quelques questions évidemment à vous poser. Donc, je vais orienter la question vers un panéliste directement. Évidemment, pour les autres, donc si jamais les réponses suscitent quelque chose, comme disait Sophie, n'hésitez pas à interagir librement et à laisser cours à la conversation comme vous le sentez. Donc, première question que j'adresserai à Oumar. Donc, évidemment, de par ta connaissance de jeunes qui proviennent de différents milieux, donc des jeunes qui peuvent avoir eu un parcours de vie en protection de la jeunesse et parfois pas. Donc, au départ, Aïda et moi, dans notre présentation, donc, on a parlé de certains marqueurs de l'âge adulte, donc l'exploration identitaire, l'instabilité, l'optimisme et la centration sur soi. Première question, est-ce que c'est quelque chose que, ces éléments-là, est-ce que c'est quelque chose que tu observes chez les jeunes qui passent dans ton organisme? Et peut-être sous-question, est-ce que c'est différent chez les jeunes qui ont un historique en protection de la jeunesse? Je pourrais peut-être le formuler autrement. Je pourrais peut-être parler au niveau de exploration identitaire. C'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent, qui sont issus de l'immigration. Alors, ça, il y a comme un transfert quand on parle de intériorisation des contraintes dont on parlait d'Urkheim, c'est que c'est des gens qui viennent avec leur bagage culturel en tant que tel. Donc, c'est comme un héritage. Alors, pour ces personnes-là, c'est un petit peu plus au niveau de l'exploration identitaire, ils ont beaucoup plus de difficultés dans la mesure où les cadres de référence sont différents ici au niveau du Québec et que souvent, ils sont comme détachés un petit peu de leur groupe. Parce que quand vous savez, si c'est des personnes qui viennent d'Afrique, ben, c'est un individu dans un groupe, donc le groupe a une influence sur la personne. Quand vous venez ici, ben, écoute, vous êtes une personne dans une société, donc une personne de façon globale, avec tout ce que ça peut amener comme situation, et puis de façon brutale. Alors, pour ces personnes-là, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile, ils sont un petit peu perdus et que le travail est un petit peu beaucoup plus ardu à ce niveau-là. Mais pour ce qui est de l'instabilité, on peut parler comme de moins d'instabilité parce que peut-être comme moins de problèmes de santé mentale, mais comme beaucoup de problèmes des personnes qui sont démunies, problèmes de désorganisation, on ne connaît pas les milieux, on ne connaît pas les pays et puis tous ces problèmes-là. Alors que pour des jeunes, souvent, qui sont issus des centres de jeunesse, ben, ce qu'on remarque, c'est comme beaucoup de santé mentale quand même. Ils ont comme beaucoup de choses moins diminuées quand même au niveau de l'accompagnement parce qu'ils viennent des centres de jeunesse, quand même, ils sont un petit peu bien préparés. Mais comme beaucoup de santé mentale et puis souvent, comme on l'a dit dans la présentation, au niveau de leur vécu, ils ont beaucoup la guérison est plus longue. Donc, ils ont beaucoup de choses à travailler de ce qu'ils ont vécu avant de pouvoir faire autre chose.
Alors, quand ils viennent dans nos organismes, c'est vraiment ça qu'on travaille le plus. On a de l'employabilité dans nos organismes, mais des jeunes qui viennent comme des centres jeunesse, c'est très rare qu'on les intègre parce qu'il y a un travail à faire en amont par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si ça répond un petit peu à votre question. Et puis, je pourrais ajouter aussi au niveau aussi de la famille, on est dans un quartier qui s'appelle Parc Extension. C'est le quartier le plus pauvre du Canada. Je ne vous parle même pas du Québec. Et pourtant, on n'a pas de flanage, on n'a pas de gang de rue, on n'a pas de proxénétisme, on a comme rien de ces choses-là. Tout ce qui est en lien avec la pauvreté, on les voit très rarement au niveau de Parc Extension. Parce que tout simplement, il y a une solidarité, il y a des communautés qui sont très fortes, qui vivent ici au niveau de Parc Extension, qui viennent de l'Asie du Sud, Sri Lanka, Pakistan et autres. Et ces gens-là travaillent en communauté. Donc, ils créent un filet de sécurité autour des jeunes. On a beaucoup de décrochages scolaires pour des questions de langue et autres, et puis qu'ils viennent un petit peu plus âgés, puis on les amène dans des écoles pour adultes. Mais au niveau des problématiques en tant que telles, qu'on peut noter dans des pays, dans des zones un petit peu beaucoup plus pauvres, des quartiers beaucoup plus pauvres, on ne les a pas ici parce que la communauté est présente et puis travaille beaucoup sur l'évolution du jeune en tant que tel. Merci, Oumar, pour la perspective culturelle, puis cet aspect-là communautaire de tissu social qui est franchement, j'imagine, très importante pour la suite. Puis j'ai accroché aussi sur l'aspect aussi où tu parlais, donc la différence entre les jeunes de centre jeunesse et les jeunes qui viennent, qui ont un parcours différent au niveau de la capacité à se projeter vers l'avenir, du fait qu'ils ont peut-être des choses à réparer de par leur trajectoire de vie. Puis je serais peut-être curieux d'entendre Thomas et Audrey si vous avez quelque chose à dire sur le sujet. Peut-être que je peux y aller, si tu permets, Audrey. On verra si ça te sonne des cloches toi aussi. Moi, juste pour rebondir un petit peu en fait aussi sur ce qu'Oumar vient de dire, bien, quand on touche un peu à l'exploration identitaire, je trouve qu'il y a beaucoup de liens à faire là, en lien entre autres avec l'autodétermination et apprendre à se connaître. Puis même s'ils ont l'air loin, l'optimisme vers l'avenir et puis l'exploration identitaire, parce qu'il y en a un qui a l'air un peu plus proximal, là, comme Sophie nous l'illustrait plus tôt, bien, je trouve qu'ils sont quand même intrinsèquement reliés parce que cette exploration identitaire permet de nous apprendre à nous connaître, d'essayer de deviner un peu mieux qu'est-ce qu'on souhaite, ce à quoi on veut aspirer. Et si on arrive à transposer ça en action, ben, ce processus-là, lorsqu'il est conscientisé d'action qu'on tente, grâce à de l'accompagnement, on peut faire des liens, par exemple, avec l'attachement, donc quand on parle d'exploration, d'apaisement. Donc, cette exploration-là, lorsqu'elle est accompagnée de certains succès, elle offre naturellement une vision, une forme d'optimisme vers l'avenir. Mais ça s'ancre de manière très pragmatique dans le moment présent aussi. Donc, je voulais juste toucher au fait que il y a comme un double effet possible. Donc, je trouve qu'il y a de l'espoir quand même dans cette lecture-là des choses. Voilà. Juste un lien rapide entre ce que tu dis, Thomas. Après, Audrey, tu pourras poursuivre. Avec le fait que pour pouvoir se projeter dans l'avenir, les jeunes, surtout les jeunes qui ont vécu des traumas, doivent être apaisés. Et donc, c'est beaucoup lié à leur capacité d'apaisement pour pouvoir explorer. Donc, c'est vraiment la base de l'attachement aussi. Donc, je trouve intéressant que tout ça s'entremêle puis nourrisse la discussion. C'est tout. Je rebondis un peu sur ce que tu dis, effectivement, Sophie, parce que j'ai participé dernièrement, en novembre, à un colloque, un forum de la Coalition des Jeunes Plus. Puis, il y a une participante, une participante qui disait, l'avenir, on n'arrête pas de dire que ça appartient aux jeunes, mais il faut leur en créer un avenir. Il faut qu'ils y croient, puis il faut qu'il y ait la possibilité de le voir dans le regard de l'adulte qui ont des compétences, qui ont des forces, qu'on peut les utiliser comme levier, puis c'est à partir de ça qu'il faut faire l'intervention. Quand j'ai vu la question en lien avec est-ce qu'il y avait une différence entre les jeunes qui avaient un parcours, un parcours, une trajectoire de vie de jeunes qui étaient à la maison, dans leur milieu familial, comparativement aux jeunes qui étaient plus en centre jeunesse, je me suis dit, OK, moi, je ne suis pas chercheur, mais comment je peux répondre à cette question-là sans avoir de données précises? Je me suis basée un peu sur mon expérience de chef de service, mais surtout de maman. J'ai fermé mes yeux et je me suis dit, OK, le rythme de passage à 18 ans, quand on est chez nous, avec une famille, avec un réseau social, avec des gens autour pour nous supporter,
versus un jeune qui est en centre jeunesse, qui doit penser, lui, qu'à 18 ans, ben oui, il va peut-être fêter un peu avec un intervenant, avoir un gâteau, on va lui donner un cadeau, ça, c'est sûr. Mais sa préoccupation majeure ne sera pas la même que le jeune qui est à la maison, qui va faire la même chose. Sa préoccupation majeure, ça va être, il faut que je fasse mes valises. Je m'en vais vivre en ressources communautaires. Je m'en vais dans un appartement. Comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour le payer? Comment je vais faire pour continuer l'école si je n'ai pas ma médication? Il y a beaucoup de préoccupations pour nos jeunes qui passent à la vie adulte. C'est une grande responsabilité pour nos jeunes de 18 ans. Donc, c'est un peu ça que j'avais en tête et je me disais le lendemain d'un jeune qui va fêter, qui est à la maison, qu'un jeune qui est en centre jeunesse est complètement différent. Fait que, dans le fond, ce que j'avais le goût de dire, c'est que c'est une grosse responsabilité qu'on donne à nos jeunes que de vivre ça. Mais je me dis en même temps, cette responsabilité-là, ça nous appartient aussi comme société de comment on peut les préparer. Comment en amont, rapidement, puis je sais que je le dis souvent, mais on dit souvent à 8 ans, on va à l'épicerie avec nos jeunes puis ils choisissent leur boîte de céréales. Bien, c'est une forme d'autonomie, c'est une forme de décision, c'est une forme de faire c'est une façon de faire un choix. Puis nos jeunes qui sont hébergés, moi j'ai été intervenante à l'enfance longtemps, bien, souvent on n'a pas l'opportunité justement par le système, par la structure, par leur permettre de vivre ces expériences-là. Donc, c'est un peu ça que je me disais quand j'ai réfléchi à la question de à l'aube du 18 ans, la préparation, puis le rythme de passage, tu sais, qui est très important de vivre ces passations-là d'autonomie. Je trouvais ça important de le partager et de l'imager plus en quelque chose de concret là, qui parlerait aux gens. Fait que, effectivement, Oumar, comme tu disais, dans le développement de l'autonomie, tu sais, nos jeunes qui sont hébergés, bien souvent, ils vivent en groupe, hein? Ils vivent en groupe, ils vivent des fois plusieurs déplacements. C'est un peu comme Thomas disait aussi, ben là, c'est difficile de trouver sa place dans ce temps-là, de s'exprimer, de découvrir des intérêts, comme je disais tantôt, d'avoir le regard de l'adulte juste pour nous, pour reconnaître quelque chose qui est important, la force. Donc, c'est un peu ça que j'avais le goût de partager là, ce matin. Merci Audrey. Puis évidemment, ça illustre le travail colossal qu'on doit faire avant le 18 ans pour préparer les jeunes à la transition. Puis ça nous amène à la prochaine question. Cette balise-là de 18 ans, la balise légale, Sophie t'en a parlé, donc évidemment, donc c'est critiquable. Puis donc, s'il y a une manière de voir les choses autrement, donc si on a le goût de justement de voir un petit peu plus loin, est-ce que l'allongement des services passé 18 ans, c'est quelque chose que vous trouvez qui est une bonne alternative? Puis si oui, comment ça s'organise? Comment on fait le maillage aussi avec les organismes communautaires? Donc, comment on fait pour adresser la suite? J'adresserai la question à Thomas en premier. Puis j'ai vu Véronique qui avait une main peut-être avant, je ne sais pas. Non, je reviendrai tantôt, c'est beau. OK. D'accord, je peux tenter un balbutiement de réponse, mais de toute façon, vous allez peut-être reconnaître un peu notre style Odava au travers de tout ça. Là, on croit beaucoup à une forme de co-construction, donc c'est-à-dire que le résultat pour nous est difficile de prédire. Donc, c'est plus un genre de processus. Donc, exactement comment est-ce que ce maillage-là peut se faire? Je pense qu'on parlait tout à l'heure de négociation, là, mais négociation au sens où tout le monde peut être augmenté. Donc, tout le monde en sort gagnant. Donc, comment les jeunes peuvent dès lors participer à ce processus-là par rapport à la place qu'ils vont pouvoir prendre, comment reconnaître l'expertise des organismes communautaires. On a la chance d'avoir Oumar qui nous le partage très bien. Comment est-ce qu'on peut faire tout ça ensemble de manière à ce qu'on puisse découvrir des façons de faire? Donc, exemple, je ne sais pas moi, avoir une continuité de service au travers des appartements supervisés, d'appartements autonomes, et comment est-ce qu'on peut faire ça de manière complice? Fait que nous, on croit beaucoup à la négociation, un genre de fameux work in progress, là. Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, au travers une intervention personnalisée, s'intéresser à ce qui est viable pour la personne qu'on accompagne. Parce que c'est important de s'intéresser à tout ce qu'il peut y avoir comme théorie. C'est intéressant d'avoir des objectifs, mais la réalité a son lot d'embûches et d'enjeux. Et c'est en y étant sensible je pense qu'on pourrait réussir à concrétiser cet accompagnement-là plus longtemps dans le temps pour les jeunes adultes. Puis, au niveau de
Je serais curieux d'entendre Oumar aussi au niveau du partenariat, évidemment, entre l'institutionnel puis le communautaire. Tu sais, il y a quand même quelque chose, je sais que dans le programme d'AVA, donc c'est un de vos chevals de bataille. Puis donc, comment ça s'articule de votre côté à vous? Ben, comme on l'a fait avec Neptune, hein, je pense que le projet d'AVA, c'est un projet tampon entre les institutions et le communautaire, ou peut-être même un couloir de transmission entre les deux. Et que, en tout cas, à mon avis, ça devrait être le futur de l'intervention au niveau des centres jeunesse. Je pense que le travail, c'est au-delà de 18 ans, ça doit commencer avant 18 ans. Et puis aller au-delà de 18 ans. Je pense que quand après le jeune va venir au niveau des organismes communautaires, une chose qui nous manque beaucoup, c'est qu'il y a une rupture brutale entre les suivis au niveau légal et puis ce qui vient après. Sauf que l'être humain étant complexe, au niveau de ses besoins, ce n'est pas à 18 ans, ben, mes besoins, écoute, ça s'arrête là et puis ben, je vais comme recommencer ma vie là. Alors, il y a beaucoup de difficultés. Le temps de transition est assez long et puis on a vraiment besoin de l'intervention que les intervenants des centres de jeunesse ou de l'institution en général continuent avec les jeunes, en collaboration avec les organismes communautaires. On le fait déjà avec certains intervenants, mais ce n'est pas tout le monde. De continuer au moins, je veux dire, comme jusqu'à 22 ans, 23 ans, que ces gens-là continuent à s'impliquer dans le dossier. Autre chose aussi, c'est qu'au niveau aussi de tout ce qui est médecin, tout ce qui est suivi au niveau santé mentale, tout ce qui est comme suivi au niveau des besoins dentaires et autres, ben, la personne revient dans un système qui est hyper complexe pour les personnes qui n'ont aucun problème. Alors, imaginez cette personne-là qui va venir affronter tout ça là. Malheureusement, nous, quand on va aller dans le système, ben, on va prendre les mêmes couloirs que tout le monde, en fait. On n'a pas de privilège à ce niveau-là. Donc, avoir encore ce soutien-là de l'institution, en tout cas des centres de jeunesse, que les jeunes puissent garder ces privilèges-là pendant quelques temps quand même, ça peut aider au niveau de tout le reste. Nous, on peut faire le travail après avec son intervenant, que ce soit PQJ, que ce soit les centres de jeunesse, de continuer à travailler, à soutenir et puis à collaborer pour accompagner les jeunes. On parle beaucoup de développement du pouvoir d'agir, mais quand on vous coupe les bras, on vous coupe les pieds, on vous coupe les ailes et puis on vous dit que vous êtes libre, vous pouvez y aller, ben vous n'irez pas loin. J'ai le goût de faire du pouce un peu sur ce que tu dis, Oumar, ce que Thomas a dit aussi. C'est moi, oui, effectivement, je pense qu'au-delà de 18 ans, c'est important qu'on poursuive et qu'on continue notre service. Mais il faut le réfléchir puis il faut le faire de la bonne façon aussi, par exemple. Ce serait dommage, c'est qu'on prolonge l'hébergement jusqu'à 20 ans. Puis dans les faits, ça donne juste plus de temps à la transition à 20 ans, mais qu'il n'y a rien de plus qui a été travaillé. Et, moi, je pense qu'il faut vraiment y aller au cas par cas. Puis quand tu parlais de rythme du jeune et des besoins du jeune, on a des jeunes à 17 ans et demi qui sont autonomes, fonctionnels, qui sont capables d'aller expérimenter avec un filet social autour d'eux, puis avec eux, en appartement ou en ressources communautaires, ils sont capables d'y arriver. Puis on est là, ils expérimentent, ils peuvent y aller par essai-erreur, puis on est capable de les soutenir, puis c'est un bel apprentissage. Pour d'autres, bien, effectivement, qui ont des problématiques un petit peu plus de santé mentale, où il y a des enjeux d'arrimage aux 18 ans avec le service public, au niveau des médecins, les psychologues. Bien, des fois, de dépasser ce cap-là de 18 ans, bien, ça nous laisse la chance de bien attacher justement à la sécurité pour les jeunes qui ne se retrouvent pas tout seuls après. Puis je suis un peu d'accord avec toi, la ressource Pierre Esplanade qu'on est en train de bâtir, on s'est un peu bâti, on s'est un peu appuyé sur ce qui se fait à Dava au niveau du développement de l'autonomie, comment au quotidien, dans tous les petits moments de vie, on peut permettre que les jeunes, justement, puissent se développer, leur autonomie. Puis quand on parle d'autonomie, c'est pas juste au niveau fonctionnel, hein, c'est beaucoup affectif aussi dans le détachement progressif, comme nos jeunes le font à la maison, dans le fond, avec le modèle, puis le coaching, puis le modeling qu'on fait avec eux. Fait que, il y a vraiment quelque chose là d'important. Fait que oui, le 18 ans et plus, c'est important, mais de s'assurer que le filet soit là, puis qu'on continue, puis qu'on les prépare vraiment en amont. Là.
J'aimerais rajouter un dernier petit quelque chose, si possible, parce que ça m'a fait penser avec ce qu'Audrey et Omar nous racontaient. Il y a un jeune qu'on a suivi jusqu'à ses 18 ans, puis on a eu la chance de le côtoyer quelques temps par la suite parce qu'il nous a accompagnés dans différentes conférences, là. Puis ce qui se plaisait à répéter, c'est heureusement que j'avais eu la chance d'expérimenter des choses avant, parce que quand c'est arrivé, mes 18 ans, puis quand je vis ce que je vis aujourd'hui, je ne sais pas comment je ferais. Donc, moi, ce que j'entends, même si ce que ça faisait, c'est que ça mettait en lumière le fait qu'un accompagnement avant dans l'expérimentation, ça peut aider à interpréter des erreurs comme une forme de succès, dans le fond, plutôt que d'interpréter comme un échec, parce que c'est un apprentissage qui est précieux. Mais moi, ce que j'entendais aussi là-dedans, c'est ça n'aurait pas été grave que j'ai encore de l'accompagnement parce que je vis énormément de choses maintenant. Donc, mais c'est juste que l'épanouissement, c'est pas comme une photo, là. Le jeune est heureux, le jeune est bien, on a mis tous les morceaux du casse-tête, ça devrait bien aller, là. La réalité c'est une organisation très, au niveau systémique, avec un flux de rebondissements possibles, là. Donc, je pense que c'est ce que le parcours de vie illustrait un petit peu tantôt, là. Donc, je trouvais que, voilà, c'est pas parce que des choses peuvent être bien faites avant que c'est pas d'autant plus précieux de continuer cet accompagnement-là. Juste, si je peux prendre la parole quelques minutes, moi j'écoute tout ça avec une lunette un peu différente parce que nous, on travaille beaucoup en milieu scolaire, puis l'espèce d'idéal avec lequel on travaille, qu'on entend beaucoup, c'est l'idéal, c'est de passer par les études supérieures. Tu sais, c'est ça comme le modèle qu'on met de l'avant. Mais en même temps, comme on disait tantôt, il y a d'autres voies, tu sais, il y a d'autres possibilités qui sont là. Puis, tu sais, on observe un peu les mêmes choses dans le sens que nous, dans nos projets, ce qu'on a vu, c'est que l'espèce de mise en action avant, tu sais, la transition postsecondaire, parce que nous, c'est sur cette transition-là qu'on travaille, là, qui arrive vers le même âge. Bien, tu sais, ce qu'on a pu voir, par exemple, dans nos travaux, c'est ceux qui avaient eu des expériences de travail pendant qu'ils étaient au secondaire, avec un nombre d'heures raisonnable, tu sais, qui avaient pu aller un peu faire le test de la réalité dans des milieux de travail, essayer des choses, voir qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas, où ils se sentaient bien, pas bien. Bien, ce qu'on voyait plus tard, rendu à 20 ans, c'est que le fait d'avoir eu ces expériences-là, c'est que ça renforçait le développement identitaire comme travailleur, tu sais, savoir qu'est-ce qu'on veut faire, où on peut se projeter dans la vie. Puis même très concrètement, ça augmentait les chances à 20 ans d'avoir un travail qui était considéré du point de vue du jeune comme étant satisfaisant puis ayant des possibilités d'avenir, tu sais, qu'il voyait comme un emploi dans lequel il pourrait se déployer pour une carrière par la suite. Fait que, tu sais, il y a comme cette chaîne-là qui est présente aussi. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait que même quand on allait voir les caractéristiques de l'emploi, bien, ceux qui avaient eu cette espèce de chaîne développementale-là avec expérience de travail plus jeune avant 18 ans, après ça, développement identitaire professionnel, puis insertion en emploi, bien, ce qu'on pouvait voir, c'est que c'était vraiment lié avec une meilleure santé mentale, aussi une meilleure adaptation, un meilleur salaire, un emploi qui était concrètement sur plus stable, mieux payé, etc. Donc, on le voyait aussi là, un peu la même chose, mais sous un angle différent qui est plus celui de la transition école-travail, mais qui est comme imbriqué aussi dans tout ça. Fait que, c'est des univers un peu différents, mais en même temps, je pense que les mêmes types de processus, là, nous aussi, on les observe auprès des jeunes avec qui on travaille. Merci Véro. Puis effectivement, je pense que c'est le fun de faire le parallèle entre les deux, puis de voir aussi qu'il y a des voies alternatives au-delà de ce qui a été une espèce de voie parfaite qu'on peut tracer. Je pense que chacune des trajectoires doit être comme considérée. D'ailleurs, notre table de discussion tire déjà à sa fin parce qu'on veut laisser du temps pour les questions du public. Je vois qu'il y en a plusieurs qui ont été posées. Les panélistes, à moins que vous ayez quelque chose à dire tout de suite pour clore la table ronde. Sinon, de toute façon, je pense qu'on peut poursuivre la discussion avec les questions du public si ça vous va. Et moi, j'ai une question. On n'est pas obligé de les répondre tout de suite. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont vouloir y participer puis répondre à la question. Véronique vient de parler d'exploration. Thomas aussi en a parlé. Bref, ça a été dans votre présentation aussi. Puis la question que je me pose, c'est est-ce que les jeunes placés ont de l'espace pour explorer? Donc, je me pose cette question-là. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir rapidement, mais je sais que c'est très nuancé aussi, là, la réponse que vous aurez, je suis certaine, mais je me pose cette question.
Peut-être brièvement, je pourrais caricaturer une minuscule réponse, là. C'est que des fois, on dit, parfois le jeune dans notre institution, il y a soit l'opportunité de, soit il se conforme, soit il s'oppose. Puis là, ben, quand l'intervenant ne fait plus partie de l'équation, ben, ces deux alternatives-là n'existent plus. Puis c'est là où Oumar disait de manière quand même très colorée que cette liberté-là, elle prend quelle forme tout à coup, parce que c'est bon, j'ai de la liberté, mais avec quel moyen de mes aspirations? Fait que, voilà, comment est-ce qu'on peut accompagner dans la réflexion, dans le processus pour découvrir ces opportunités de choix? Je pense que ça fait partie d'une alternative autre que celle de s'opposer ou se conformer qu'on peut offrir aux jeunes. Je peux peut-être rebondir. En fait, Sophie, c'est drôle que tu poses la question parce que quand Véronique a parlé du système scolaire, j'avais le goût d'ajouter, oui, il y a des opportunités d'explorer. Il n'y en a pas assez, il n'y en aura jamais assez, je pense, mais oui, il y a des opportunités d'explorer pour nos jeunes qui sont à l'école. Il y a un programme intégration socio-professionnelle qui existe et qui permet à nos jeunes, particulièrement l'été ou même dans l'année, d'aller explorer justement dans des milieux, dans des organismes communautaires, c'est quoi le travail concrètement, à hauteur de quelques heures là, par semaine s'ils vont à l'école ou à temps plein l'été. Puis effectivement, ce que tu disais, Véronique, ça leur permet vraiment de découvrir et de regarder qu'est-ce que j'ai le goût de faire ou pas. Puis c'est peut-être en allant chercher un DEP ou en finissant le secondaire 5, quand ils font ces expérimentations-là, ils voient puis ils ont quelque chose vraiment de concret devant eux. Puis là, ça leur donne un petit moteur pour continuer et aller chercher cette diplomation-là parce que autant c'est un facteur de protection de la diplomation, mais en même temps, il faut avoir en tête que nos jeunes qui s'en vont en transition à la vie adulte, rapidement, ils ont la responsabilité de se prendre en charge aussi et de payer leurs trucs. Fait que c'est comment trouver un juste équilibre entre les deux pour qu'ils arrivent à bien vivre, pas trop être anxieux, puis arriver à payer l'épicerie, puis c'est ça. Puis un autre pour qu'ils poursuivent l'école, puis aller justement développer encore plus, chercher leur qualification. Fait que, c'est une bonne question, effectivement. On va poursuivre donc avec, je vais vous alimenter à partir des questions qui ont été posées là, dans le chat. Effectivement, plusieurs interventions. Il y a des petites choses qui ont été quand même répondues au départ, mais j'ai essayé de regrouper en fait dans certains sujets, là, des questions qui pouvaient revenir et se ressembler. En fait, peut-être dans un premier temps, juste de resituer là, à partir de vos différentes interventions. Vous parlez principalement, en fait, des jeunes qui sortent des milieux institutionnels. Là. Donc, on parle ici de centres de réadaptation, foyers de groupe. Est-ce que c'est bien ça? On parle aussi de jeunes sortant des familles d'accueil. J'ai vu là, dans le chat là, des questions par rapport à ça. Puis il y a des programmes qui existent pour les jeunes qui sont en famille d'accueil pour leur permettre de rester plus longtemps, justement, pour finir leur année scolaire ou en foyer de groupe, puis en CR aussi, mais en famille d'accueil, qu'il y a un intervenant qui reste là plus longtemps auprès d'eux parce que, bon, ils sont bien installés, puis on veut justement leur donner le meilleur filet de sécurité pour terminer leurs études puis après être qualifiés. Là. Effectivement, on parlait aussi des jeunes de famille d'accueil qui peuvent rester un petit peu plus longtemps, mais des fois, tu dois quitter aussi à 18 ans, malheureusement. Là. On se disait, il y a des barrières au niveau du système, mais effectivement, le 18 ans, la loi amène quelque chose aussi. Là. C'est comme toujours, c'est ça, l'œuf ou la poule, puis qu'est-ce qu'on prend en compte, puis jusqu'où on va, dans le fond. Là. C'est ça, parce qu'il y a certains jeunes qui peuvent bénéficier quand même d'un support continu là, de leur famille d'accueil, mais ce n'est pas la réalité de tous, évidemment. Là. Puis peut-être justement comment vos différentes présentations au départ, les réflexions là, concernant l'agentivité, le pouvoir d'agir et tout ça, est-ce que vous voyez des parallèles pour les jeunes qui vont peut-être plus grandir en famille d'accueil puis quitter la famille d'accueil ou est-ce qu'il y a des particularités pour les jeunes qui sont davantage comme en centre de réadaptation, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être transposables peut-être aussi aux jeunes de famille d'accueil? Bien, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il y a une très bonne partie d'abord des adolescents qui vont être en centre de réadaptation. Donc, la question institutionnelle, elle est importante, surtout pour les adolescents qui vont transiter à la vie adulte.
Mais n'empêche que quand je parlais de la barrière légale tout à l'heure, elle existe aussi en famille d'accueil. Ça se peut que ça soit vécu différemment, évidemment, parce que la famille d'accueil peut rester soutenante, puis là, mais ça va dépendre des individus après ça. Alors qu'en centre de réadaptation, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus formel. Mais il est à penser que certains jeunes qui vont transiter à la vie adulte à partir d'une famille d'accueil vont vivre le même vide ou en tout cas le même vertige à la sortie de leur famille d'accueil. Donc, mais ça serait intéressant quand même d'aller vérifier comment eux perçoivent leur transition à la vie adulte et comment eux perçoivent leur propre pouvoir d'agir et leur capacité à se projeter dans l'avenir selon les milieux d'hébergement. Tout à fait. Puis, il y avait aussi, en fait, des questions dans le chat soulignant, tu sais, comment est-ce que vous voyez ou est-ce qu'il y a des choses qui sont travaillées, par exemple, pour quand même tenter là, de permettre à ce que la famille ou en tout cas le réseau du jeune puisse quand même être d'une certaine façon un soutien là, au moment où il doit quitter l'institution. Thomas? Je peux parler pour nous, ce qu'on tente de faire. En tout cas, là, c'est très important pour nous que chacun des acteurs concernés puisse être impliqué dans la prise de décision, mais pas juste au niveau du résultat. Donc, bien sûr, les partenaires communautaires, nous, le jeune, assurément, mais la famille fait partie intégrante des acteurs précieux. Là. Quand on parlait de la viabilité d'une intervention, c'est pas en faisant fi de certains éléments que tout à coup, on règle les situations. Donc, on croit beaucoup à la négociation, à la discussion. Puis je ne vous cacherai pas que même si ce n'est pas ce qui est nécessairement prévu dans la ligne au niveau juridique, là, il arrive des fois où le jeune va retrouver une forme de soutien ou même retourner là, dans sa famille. Donc, c'est des choses qui font partie des possibilités. Puis c'est ça un peu le développement du pouvoir d'agir, c'est d'essayer d'être capable d'explorer chacune des possibilités pour en dégager des marges de manœuvre. Mais pour ça, c'est au travers de la discussion, au travers de l'ouverture. Puis la famille fait partie intégrante de cette équation-là, bien sûr. Aïda, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'était surtout aussi pour faire du pouce à ce qu'a dit Sophie. J'ai manqué le train pour le faire. Mais justement, les liens qu'on peut faire avec, mettons, famille d'accueil, institution, c'est sûr que ça va dépendre du type de famille d'accueil, comme dans sa façon d'agir avec les jeunes. Donc, ça revient ce qu'on a dit dans la présentation, comme aux ressources qui sont mises en place pour accompagner le jeune ou la jeune à justement apprendre à se connaître, puis du coup favoriser l'agentivité, puis à le pousser vers à réfléchir son avenir qui soit en adéquation avec ce qu'il veut faire, par exemple. Merci. Puis on souligne avec justesse aussi là, que les familles ont besoin, elles aussi, d'être soutenues là, dans la mesure où si on veut qu'elles soient présentes pour le jeune, on doit aussi quand même réfléchir à ça dans nos interventions. Il y a eu des discussions aussi super intéressantes là, concernant en fait, dans le chat, on parlait de jeunes qui ont des difficultés d'attachement, mais Sophie t'a soulevé aussi les traumas. Est-ce que, selon votre expérience ou en tout cas ce que vous avez vu, est-ce que ça peut faire en sorte que ces jeunes-là peut-être vont avoir plus de difficultés, une plus faible capacité justement d'agentivité? Puis on notait aussi dans le chat une méfiance des fois aussi à consulter, à aller chercher de l'aide. Fait que comment vous voyez là, la situation peut-être plus pour ces jeunes-là en particulier pour essayer de favoriser en fait là, qu'ils développent cette agentivité dont vous avez parlé puis d'un plus grand pouvoir d'agir finalement? Je vais peut-être juste revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure parce que c'est ce qu'on remarque aussi dans la littérature, c'est toujours la capacité à se projeter puis être capable de faire des choix est associée à l'accès aux fonctions supérieures de son cerveau, donc à la capacité à prendre des décisions pour soi. Et ça nécessite que la personne ne soit pas toujours en hypervigilance. Donc, des personnes qui sont traumatisées, c'est souvent des personnes qui sont en hypervigilance. Mais en fait, ça nécessite que ces personnes-là soient davantage apaisées. Et donc, tantôt, on parlait de méfiance. Ce que tu dis, Geneviève, peut-être qu'ils sont méfiants, ils n'osent pas trop aller chercher de l'aide, mais
ce que je vous ai présenté tout à l'heure dans ma présentation, c'est que ce qu'on se rend compte selon le savoir expérientiel des intervenants, puis là, Thomas, tu pourras ajouter si tu veux, parce que c'est votre savoir expérientiel, mais c'est que la capacité à demander de l'aide, c'est comme la démonstration d'avoir du pouvoir d'agir d'une certaine manière. Donc, il ne faut pas qu'on s'attende à ce que les jeunes soient capables de demander de l'aide pour aller chercher du pouvoir d'agir, mais plutôt qu'on soit capable de les aider, d'être apaisés pour après ça voir où est-ce qu'ils ont envie d'aller chercher de l'aide à la limite. C'est comme si des fois, on doit y réfléchir, mais encore plus à rebours. Puis, je ne sais pas si les intervenants veulent ajouter quelque chose. Pour ajouter, en fait, il y a comme un genre de petit piège de double victimisation. C'est-à-dire que le jeune, déjà que c'est un défi pour lui, l'adversité qu'il doit traverser, c'est en plus qu'ils doivent porter la responsabilité de devoir régler ce problème-là. Ça peut rendre les choses difficiles. Donc, je nous invite à les impliquer dans les décisions avant l'application de la solution, mais dans l'exploration de cette solution-là aussi. Donc, peut-être que c'est au travers cette réflexion-là qu'on développe notre pouvoir d'agir, puis on peut arriver éventuellement à demander de l'aide. Oui, Oumar? Si je peux me permettre, je pourrais ajouter aussi le fait que l'environnement aussi, quand on parle de pouvoir d'agir, l'environnement aussi est important. L'environnement est important, il faudrait que ça soit un environnement sécuritaire, un environnement qui aspire la confiance. Et en plus de cela, l'approche aussi est importante, l'approche de l'intervenant en tant que tel. Je pense qu'avant de parler de pouvoir d'agir, il faut parler de tisser un lien de confiance entre l'intervenant et les jeunes, et ça ne va pas se faire en un seul jour ou à une seule rencontre. Donc, l'endroit où le jeune va évoluer va favoriser le développement de ce pouvoir d'agir-là. Tout à fait. En fait, je pense que c'est de décortiquer un peu plus là, le chemin vers justement le résultat, l'objectif, mais d'y aller par une approche peut-être plus à petits pas, en fait, puis de commencer par sécuriser au niveau des besoins de base aussi. Là, je voyais dans le chat aussi là, des questions en lien avec justement là, si ces jeunes-là, à la base, dépendamment où ils vont se situer, par exemple, dans la pyramide de Maslow, où est-ce qu'ils sont dans la réponse à leurs besoins, bien, ça va certainement influencer aussi, par exemple, les objectifs là, qui vont se fixer, comme quand tu parlais, Sophie, tantôt, certains objectifs plus proximaux ou digitaux. Bien, évidemment, selon où on se situe dans la pyramide de Maslow, on n'aura pas la capacité nécessairement de se fixer les mêmes objectifs tout le temps. Là. Audrey? En fait, oui, puis j'ai le goût de rajouter justement, je pense que la base, est vraiment la base, puis les collègues l'ont bien nommé, c'est vraiment la confiance envers une personne significative, qu'on sait qu'elle va être là, peu importe ce qui va arriver, peu importe où on va être, qui va être là pas pour faire à notre place, mais juste pour être là pour écouter, pour entendre, pour l'accompagner à son rythme, puis des fois juste permettre d'avoir le petit pas de recul, puis faire ouais, OK, c'est vers là que je vais aller. Fait que le plus beau cadeau qu'on peut leur rendre, c'est d'apprendre justement à demander de l'aide, d'apprendre à demander un service, peu importe lequel, d'apprendre à répondre à leurs propres besoins, parce qu'effectivement, ils grandissent, puis bon, oui, le réseau communautaire est là après, puis il y a d'autres ressources, d'autres services, mais s'ils sont capables au moins de se baser là-dessus, ben, ils peuvent aller chercher tout ce qu'ils ont besoin après. Là. Puis si je peux ajouter quelque chose par rapport aux liens, ce que j'ai remarqué à travers d'autres recherches, c'est qu'en fait, des fois, le jeune ne s'attache pas nécessairement à l'adulte qu'on avait prévu qu'il s'attache. Puis je pense que ça fait partie des choix qu'il faut qu'on lui laisse, c'est-à-dire de choisir avec qui il est bien pour développer un lien. Puis des fois, ce n'est pas l'intervenant en institution, c'est l'intervenant communautaire, par exemple. Ou c'est l'intervenant PQG, ou c'est l'intervenant en institution, mais dans tous les cas, ça fait en sorte que le jeune a plusieurs possibilités de développer le lien. Tout à fait. Puis, évidemment, on a beaucoup parlé, c'est ça, par exemple, d'extensionner un peu là, la période d'accompagnement au-delà des 18 ans pour favoriser une meilleure adaptation. En même temps, j'ai vu passer un commentaire aussi là, concernant l'approche SOCAN.
qui était un programme aussi là, qui accompagnait, dans le fond, déjà les jeunes au moment où ils sont dans leur famille d'accueil et dès leur jeune âge aussi, puis dans lequel, justement, on misait aussi sur les forces, sur le rêve que le jeune peut avoir. Bon, c'est un programme qui, finalement, a été davantage laissé tomber, ou en tout cas, et là, je ne sais pas s'il va renaître nécessairement, parce que j'ai entendu aussi qu'il y avait qu'on parlait de le reprendre, mais est-ce que, par exemple, parmi les intervenants, est-ce que vous avez vu des effets peut-être de ce type de programme-là qui permet un accompagnement un peu plus tout au long, en fait, du cheminement des jeunes? Ou ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous avez vu dans votre pratique? Je pense que ce serait de revoir aussi comment on perçoit la continuité des soins, par exemple, en protection de la jeunesse. Des fois, on voit la continuité des soins comme étant des relais. Peut-être qu'on pourrait avoir une vision qui est différente parce qu'on sait que dans d'autres pays, ça se fait aussi. Ça dépend vraiment de la vision qu'on a. Je ne suis pas sûre qu'on change d'idée tant que ça dans la vision qu'on a de ce qu'on veut offrir aux jeunes. Des fois, il y a des modes, là. Des fois, on veut faire des choses plus manualisées, alors que d'autres fois, on veut faire des choses un petit peu plus liées à des approches ou à des postures. Mais dans tous les cas, on se rend compte que dans ce camp qui date de comme plusieurs années, on avait déjà cette idée-là de laisser la place aux aspirations du jeune. Fait que ça me dit que ça fait longtemps qu'on y pense, mais que c'est parfois difficile à installer dans le système. Donc, on peut avoir une vision théorique vraiment chouette, mais dans la réalité, c'est ça. Il y a beaucoup de bureaucratie. Puis, dans la littérature, ce qu'on observe, c'est que ça se frappe beaucoup à la bureaucratie, le fait d'avoir des bonnes idées par rapport à l'intervention, puis de vouloir répondre aux besoins des jeunes. Tout à fait. Des fois, ça prend aussi une volonté, en tout cas, pour mettre ces choses-là en place, puis les maintenir aussi, là, parce qu'il y a certaines de ces approches-là aussi qui nécessitent quand même un certain nombre de ressources, de temps, d'énergie. Puis, on le sait, là, avec les contraintes aussi qu'on observe actuellement dans tous les réseaux, en fait, là, dans le réseau Centre Jeunesse et tout, mais je pense que dans le milieu scolaire aussi, là, on a parlé un peu du milieu scolaire, mais on observe un peu les mêmes conséquences, là, d'essoufflement, de surcharge qui ne sont pas nécessairement évidentes non plus. En fait, on dit qu'il faut prendre soin de nos jeunes, il faut prendre soin de leur famille, il faut prendre soin, je pense aussi, des différents intervenants. Puis là, je vois intervenants au sens large, là, autant dans le milieu scolaire aussi, qui peuvent accompagner, je pense, ces jeunes-là aussi. On arrive déjà à 11h30 à la fin, fait que je veux vraiment prendre le temps de vous remercier tout et chacun de votre participation aujourd'hui. Donc, merci beaucoup Véronique, Sophie, Aïda, Guillaume, Oumar, pardon, Thomas, Audrey, de votre participation aujourd'hui. C'était fort intéressant, c'était bien intéressant aussi d'avoir vos différents points de vue, puis de vous entendre sur un sujet qui est fort important aussi. Merci à tous les participantes aussi là, pour votre participation active dans le chat aussi, puis vos réactions, même si on ne voit pas vos caméras sont fermées, mais on sait que vous êtes là. Donc, pour ce qui est de l'équipe, en fait, là, on fait relâche de nos conférences pour ce printemps. On attend en fait impatiemment d'ici la fin de la semaine là, une réponse concernant le renouvellement de notre financement. Donc, on pourra vous tenir évidemment au courant là, de la suite des choses. Et puis, je vous souhaite donc une belle journée. Je ne sais pas, à Gatineau, on avait de la neige. Je ne sais pas, je ne pense pas que c'est la même chose partout, mais en tout cas, je vous souhaite quand même une belle journée de printemps. Puis, au plaisir de vous revoir et de rediscuter avec vous prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Belle occasion d'apprendre pour nous autres aussi. Ah oui.